Comment atteindre le premier 100 000 $? La semaine passée, on a vu pourquoi c'est le premier 100 000 qui est le plus difficile. Alors cette semaine, c'est juste logique qu'on regarde comment l'atteindre, ce 100 000 $-là. Et oui, c'est le plus difficile, mais c'est de loin le plus important. Si tu peux acquérir 100 000 $ en économie, je peux te garantir que oui, toi à la maison, tu es un futur millionnaire. La première étape, c'est pas la plus agréable, mais c'est de suivre tes dépenses. Où est-ce que ton argent s'en va à chaque mois? Est-ce que tu le sais? Combien tu dépenses en épicerie, en restaurant, en loisirs, en abonnement? Combien tu dépenses dans les bars? Cette étape, c'est celle qui te fait réaliser que oui, c'est important l'argent qui rentre, mais c'est encore plus important l'argent qui sort. Je te le demande à toi. Pourquoi il y a des gens qui réussissent à économiser avec un petit salaire, alors que d'autres sont complètement endettés avec 100 000 par année? C'est un problème de mentalité. Et c'est bien évidemment parce qu'ils font sortir beaucoup trop d'argent. D'où la deuxième étape, et si tu pensais que la première était plate, attache ta tique. C'est de se créer un budget. Et pas n'importe quel budget, là. Un budget auquel tu vas dépenser moins que ce que tu gagnes. Et s'il te plaît, dans ton budget, laisse-toi du lousse. Combien de fois j'entends mes amis dire « J'avais vraiment pas prévu ça dans mon budget. 500 pièces de réparation. » C'est peut-être là le problème. Tu le sais, je le sais. Un char, ça brise. Fait inclus une section imprévue dans ton budget. Le budget, ce n'est pas une prison, c'est un guide pour t'aider. Parce qu'aujourd'hui, avec les petites cartes de crédit, là, facile faire des folies, hein? Fait que fais-toi un budget auquel, je répète, tu vas dépenser moins que ce que tu gagnes. Pourquoi? Ben, pour les étapes à venir. La troisième étape pour acquérir ton premier 100 000 $, c'est de te faire un coussin financier, hein? C'est pas mal plus le fun que les deux autres, là, hein? Non, je sais que c'est pas plus le fun. Effectivement, c'est fort recommandé d'avoir un coussin financier de 3 à 6 mois de ton salaire. Un bon petit fonds d'urgence, comme ça, si t'arrive quoi que ce soit, ben t'es pas dans le caca. La beauté de la chose, c'est qu'une fois que tu accomplis cette étape, ben t'as plus jamais besoin de la faire, là. Ton coussin il est là, il est tranquille, il attend, il te regarde du coin de l'œil, puis tu peux passer à la prochaine étape. Ben oui, nous sommes déjà rendus à la quatrième étape, qui est de loin la plus facile et qui est également la plus étrange. C'est de liker cette vidéo pour atteindre 200 likes. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la cinquième étape, hein? Qui est de payer toutes tes mauvaises dettes. Donc, on parle de quoi quand on parle de mauvaises dettes? Principalement tes cartes de crédit. Donc, toutes les dettes que tu as un pourcentage d'intérêt, disons, de plus de 5%. En ce moment, tout ce que je viens de t'énumérer depuis le début, c'est la base. Et oui, ça peut paraître chiant. Et oui, ça peut paraître long à faire. Surtout si tu écoutes cette vidéo et que toi, tu as tes cartes de crédit pleines, tu n'as aucun fonds d'urgence. Mais tant que tu n'as pas réglé ces étapes-là, ben jamais tu vas pouvoir commencer à investir. Jamais tu vas pouvoir avoir 100 000 $. C'est non négligeable. Bon, maintenant que la base est faite. Premièrement, félicitations, on va enfin pouvoir commencer à avancer vers la quête du 100 000. C'est là que ça commence réellement avec la sixième étape. À partir de maintenant, tu payes toujours tes cartes de crédit à temps. Puis pas juste à temps, mais également au complet, 100%, pour ne pas payer d'intérêts inutiles. Parce que comme on a déjà vu dans une de mes vidéos, si tu payes juste 99% de ta carte de crédit et non 100%, tu vas pas payer de l'intérêt sur le 1% que tu n'as pas payé. Tu vas payer de l'intérêt sur l'entièreté de la dette. Alors, à chaque mois, tu payes ta carte de crédit au complet. C'est-tu clair? Septième étape. C'est le moment qu'on va commencer à investir. Parce que si tu penses devenir riche sans investir, bonne chance, là, ça va te prendre 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus, 20 fois plus de temps que si tu investis. Déjà que c'est long,
devenir riche quand tu investis, imagine si tu dis non, moi j'investis pas. Si tu as un employeur qui vient égaliser tes contributions, ça peut valoir la peine, alors go, fais-le. Tu sais, ici je parle par exemple d'un fonds FTQ. Là. Par la suite, si tu prévois t'acheter une demeure dans les 15 prochaines années, donc une maison, de faire construire, acheter un duplex, triplex, ben commence à investir dans ton compte CELIAP. Si tu prévois pas t'acheter une nouvelle demeure, ou évidemment si ta cotisation du CELIAP est maximisée, ben ouvre-toi un compte CELI. Pour finir finalement avec le compte REER si tu es capable d'en mettre davantage. Compte REER qui est à mon avis moins intéressant que le CELI et bien évidemment le CELIAP. Ou plutôt lorsque le REER devient plus intéressant que le compte CELI, c'est que tu es supposé avoir aucun problème à maximiser les deux simultanément. Mais dans quoi investir? Comme j'ai dit, si ton employeur match ta contribution, c'est souvent dans des fonds style fonds FTQ. Donc, t'as pas vraiment à te casser la tête avec ça. Par contre, si t'as l'option d'investir toi-même dans ton CELIAP, dans ton CELI, dans ton REER, ça te prend une plateforme d'investisseur autonome. Si tu sais pas sur quelle plateforme investir, casse-toi pas la tête, prends mon lien en description, ouvre-toi un compte Wealthsimple. Surtout que quand tu vas déposer ton premier dollar, tu vas faire 25 $ gratuitement. Et si tu veux avoir plus de clarification sur tout ce que je m'apprête à te dire sur la partie investissement, ou si tu es simplement quelqu'un de plus visuel, tu vas avoir un guide rapide, tu peux te procurer mon e-book qui est également dans la description. C'est une lecture qui prend environ 20 minutes dans laquelle je t'explique vraiment tout ce que tu as à savoir sur le CELIAP, CELI, REER, intérêt composé, c'est quoi une action, c'est quoi un fonds négocié en bourse, etc., etc. et ma stratégie que j'utilise pour investir mon argent. Bon, maintenant que c'est dit, voici ce qui est prouvé pour être l'idéal pour 99% de la population. De diversifier ses investissements grâce à des fonds indiciels, soi-disant le S&P 500 et ou le Nasdaq 100. On me demande souvent c'est quoi la différence entre les deux et lequel choisir. La réponse est assez simple. Si tu trouves ça déjà anxiogène d'investir dans le S&P 500 à cause des fluctuations, à cause de sa variation, ben investis seulement dans le S&P 500. Oublie le Nasdaq 100 parce que c'est encore plus anxiogène. Au contraire, si comme moi, tu trouves que le S&P 500 c'est une promenade en carrousel, tu peux prendre un peu plus de risques, donc avoir plus de variations émotionnelles et d'aller dans le Nasdaq 100. Les études démontrent que d'investir simplement dans ces FNB et de garder ces investissements jusqu'à ce que tu sois capable d'en vivre avec les intérêts, c'est la meilleure stratégie possible. Mais c'est quand tu devrais acheter ces actions-là. Encore une fois, les études démontrent que la meilleure stratégie, c'est ce qu'on appelle le DCA, le Dollar Cost Average. C'est-à-dire d'acheter des actions en continu peu importe la valeur de celle-ci. C'est-à-dire que si tu as 100$ à investir par semaine, tu t'en fous, l'action est à quel prix, tu l'achètes, c'est tout. Si j'ai 5000$ à investir aujourd'hui, je m'en contrefous. Si l'action est déjà à son sommet, je vais investir 5000$. Par contre, évidemment, quand il y a un crash boursier, comme on a vécu dans les dernières années à cause de la pandémie, ben j'ai vraiment gratté les fonds de tiroir pour être capable d'investir encore plus que ce que j'aurais normalement investi. Maintenant que c'est dit, c'est certain que le minimum que je recommande à quelqu'un d'investir, c'est à peu près 100$ par semaine, soit disant 5200$ par année. Ça, c'est si un jour tu prévois vouloir être millionnaire. Regarde, si on se fie aux 20 dernières années, le S&P 500 a fait 11% de moyenne. Donc, à ce rythme, ça va te prendre un peu plus de 10 ans, puisque 10 ans, c'est soi-disant une contribution de 52 000$ de ta poche, et un profit de 43 000 $. Par contre, un 5 ans supplémentaire, tu vas déjà être rendu à 200 000. Un autre 5 ans, pratiquement 400 000 et ainsi de suite. Tout simplement grâce aux intérêts composés, ça monte de façon exponentielle. Si tu trouves que ça monte pas assez vite, ben t'as pas le choix, tu vas devoir tenter d'investir davantage. Par exemple, 10 000$ par année au lieu de 5 000. Le premier 100 000, c'est le plus difficile, c'est ce que j'appelle le 100 000 des sacrifices. Mais c'est également le 100 000 qui dicte si oui ou non tu vas être un futur millionnaire.